Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de l'invité de la matinale. Ce matin avec vous, on va parler culture. Vous le savez sans doute, récemment, un site archéologique inédit a été découvert à Salé. C'était quelques jours seulement avant la journée internationale des monuments et des sites qui est célébrée chaque année le 18 avril. Ce site de Dar el-Baroud s'avère être un atelier de céramique médiévale et daterait du XIIe siècle. Pour nous parler de cette découverte et de ses implications à la fois historiques, archéologiques, mais aussi artistiques, nous recevons ce matin sur notre plateau le professeur Hassan Limen. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine qui relève, c'est important de le noter, du ministère de la Culture. Merci d'être avec nous, monsieur Limen. Merci à vous aussi. Alors, je vous remercie du nom de toute l'équipe qui veuille sur le programme de fouillis de sauvetage sur le site de Dar el-Baroud de nous avoir donné cette occasion d'abord de parler de ce site et deuxièmement de le rapprocher un maximum de toute la population de Salé et de tous les citoyens marocains et de faire connaître effectivement le travail qui a été fait sur ce site. C'est un plaisir pour nous et puis c'est notre rôle aussi, monsieur Limen. Alors d'abord, juste un mot sur la façon dont ce site a été découvert. Alors ça a été par hasard, c'était lors de la construction d'un centre de proximité. Exactement, c'était tout à fait par hasard parce que c'est un site d'abord qui n'est pas connu. À part la phase, ce que nous appelons la phase du 19e, qui est Dar el-Baroud, qui est un toponyme effectivement qui relève, qui montre qu'il y avait un monument qui s'appelait Dar el-Baroud, mais qui était complètement aussi oublié, à part à travers les sources les plus récentes. Alors, lors de la construction, ou des tranchées de fondation, de la construction d'un nouveau complexe culturel, qui a été inauguré par Sa Majesté, je crois, l'année dernière, et qui devait, donc, dont les travaux ont commencé il y a 3 mois, les tranchées de fondation ont permis d'exhumer un certain nombre de structures qui étaient des structures de cuisson, ce que nous appelons des structures de cuisson dans nos jargons, c'est-à-dire des fours de potier. Alors, il y a 30 fours apparemment qui ont été dégagés. 30 fours qui ont été dégagés, ce que nous avons pu sauver. Parce qu'il faut souligner que c'est une fouille de sauvetage. Et une fouille de sauvetage, il a toute une connotation de sauvetage, c'est-à-dire on va sauver ce qui était en cours de destruction. 30 fours, bien sûr, avec des ateliers. Et c'est ce qui a permis d'appeler pas simplement un atelier comme il a été dit, mais un quartier. C'est un énorme quartier, car il faut le mettre dans l'espace et dans le temps, ce quartier, qu'il faut ajouter au tissu urbain de la Médina de Salé à l'époque médiévale. Donc, nous avons cherché à travers les sources médiévales, on n'en a pas trouvé, il n'y a aucune référence. Il n'y a aucune référence à ce lieu de céramique. À ce lieu de céramique, à ce quartier de potier, à part la référence qui a été citée chez Ibn Ali Doukali, qui parle de Dar el-Baroud, qui a été fondé par Abderrahman ibn Hisham, le sultan Abderrahman ibn Hisham, exactement en 1846, et qui disait que c'était un lieu pour le stockage des armes et de la poudre. Donc c'est une poudrière. C'est une poudrière. À part ça, aucune référence. La fouille de sauvetage nous a permis quand même de mettre en valeur ces structures. Pardon, monsieur Liman, pour qu'on comprenne bien, quand vous dites fouille de sauvetage, ça veut dire qu'une partie du site avait déjà été entamée ou endommagée par les travaux de construction? Une grande partie. Donc on a sauvé ce qui pouvait l'être. Ce qu'on a pu sauver, c'est simplement, alors vous imaginez les trous de fondation des constructions, des grandes semelles. Donc ils ont complètement éventré les fours. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'abord de restituer le plan de ces fours par les bribes qui restaient dans les tranchées. Et on est descendu à 4 mètres. À 4 mètres en profondeur du niveau actuel. Donc, c'est-à-dire, c'est des masses, effectivement, de terre qui ont été remontées de ces tranchées de fondation. Mais il y a des zones qui n'ont pas été touchées. Et c'est là où le plus important de cette fouille de sauvetage, c'est ça l'intérêt de fouille de sauvetage et de la poursuite de fouille de sauvetage, ça veut dire que ça va nous permettre d'abord de sauver ce que les tranchées ont détruit, au niveau documentation et au niveau plan, et ça va nous permettre
de dégager des parties intactes qui n'ont pas été fouillées, qui n'ont pas été touchées par les fondations. Ça veut dire que ça va nous permettre de dégager le plan général de ce quartier. À ce temps-là, je crois que nous pouvons parler et disposition des ateliers, le nombre des ateliers, leur aménagement, leur rangement, leur plan, les compositions de ces ateliers et bien sûr la chronologie. C'est-à-dire qu'on va essayer de restituer toutes les phases de la production de la céramique de Salé, depuis le deuxième jusqu'à maintenant. Alors, est-ce que c'est là l'intérêt premier ou fondamental de la découverte de ce site, à savoir de remonter aussi loin dans le temps, puisque vous l'évoquez, les sources historiographiques ne remontent pas plus loin que le 19e siècle. Exactement. Et c'est là l'intérêt majeur de la découverte de ce site? Exactement. Alors, quelquefois, dans le domaine de la recherche historique et archéologique, quelquefois, on n'a pas de données textuelles, ce que nous appelons données textuelles. Ça veut dire qu'il y a des choses que nous ne pouvons découvrir, que nous ne pouvons comprendre que grâce à la fouille archéologique. Et quelquefois, on a des données qui se complètent entre l'archéologie et l'histoire et les sources. Là, pour ce site, on n'a aucune référence. Mais les données archéologiques, le substrat archéologique est aussi révélateur, étant donné qu'on en a une trentaine de fours. Et qui parle de 30 fours, simplement donc 5% de ce qui a été touché par les constructions. La superficie de site est à peu près 1 hectare. Donc vous estimez, vous pouvez voir que ce n'est simplement que 5% de toute cette superficie de site qui a été touchée. Donc le reste, effectivement, va nous permettre de restituer une grande partie de ce quartier et ça va nous permettre, j'en suis sûr et certain, toute l'équipe et en tout cas est convaincue de l'importance de ce site et qu'on va mettre les bouchées doubles pour mieux comprendre le site et pour mieux exhumer plus de structures, pour qu'on soit convaincu de l'importance de ce site. Alors, quel est le cheminement d'une fouille de sauvetage comme ça? Par exemple, combien ça prend de temps? Quelle est la suite, en fait, une fois que les objets sont exhumés? Comment on travaille, tout simplement? Comment on travaille? Alors, on travaille difficilement. D'abord, on travaille dans un chantier qui a été laissé par les constructeurs, c'est-à-dire il y a des barres de fer, il y a des échafaudages, il y a des clous, il y a de tout. Et il y a des trous, donc il faut être d'abord prudent. Deuxièmement, il faut être méthodique et rapidement. Donc, ce n'est pas une fouille minutieuse, on a le temps de faire tout. Là, c'est rapide parce qu'on nous a demandé donc de faire le nécessaire pour livrer le site en 1 mois. Alors, 1 mois, pour nous, c'était très intéressant. Ça nous a permis quand même de comprendre le site. Et ça nous a compris de le mettre en évidence et de montrer son importance. Et c'est pour cela que, dorénavant, on va demander de prolonger la durée de la fouille de sauvetage. Alors, au niveau méthodique, donc on est censé relever toutes les traces qu'on a pu déterminer, localiser dans les trous de fondation, dans les trous de fondation effectivement des différentes semelles, des différents voiles, de ce qu'ils appellent les voiles, c'est-à-dire ces énormes tranchées de fondation qu'ils creusent. Donc on essaie de les récupérer, on essaie de les documenter, donc c'est-à-dire c'est des relevés, c'est des photos, c'est des fiches descriptives, et après on constitue un plan général de tout le secteur. C'est ce qui nous permet effectivement de comprendre la diffusion spatiale et l'emplacement spatial des fours, puis ensuite des ateliers, puis ensuite des structures. Et donc on met tout d'une manière cohérente, ce qui nous permet de comprendre. Puis ensuite une deuxième phase, c'est la phase chronologique, c'est-à-dire il faut qu'on attribue chaque phase à une période chronologique. Ça va être dur, ça va être long, parce que ça, c'est en fonction effectivement de l'étude du matériel que nous n'avons pas encore entamé. Peut-être on va l'entamer à partir de la semaine prochaine. Alors, la chronologie, on a parlé du XIIe siècle. Et c'est vrai qu'on est sûr du XIIe siècle, même un peu avant, parce que c'est en fonction de la typologie des fours qu'on a pu identifier cette date et qu'on a pu le préciser. D'abord, on a un premier four qui est unique au Maroc. C'est la première fois qu'on le trouve, ce qu'on appelle le four à bar. C'est un four qui est daté en Espagne, en Andalousie du Xe siècle. Voilà. On arrive à la fin de cet entretien. Je vais vous demander d'être rapide. Non, je vous laisse terminer votre idée rapidement.
Donc après, on a 3 phases d'utilisation de ce quartier en tant que quartier de potier. La chronologie il va être précisée, il va être affiné suite à l'étude du matériel que nous allons opérer. Puis ensuite, on trouve la phase du 19e jusqu'à la phase du 19e, qui est la phase de Dar el-Baroud. Puis ensuite, on a une phase du 20e, lorsqu'il y a eu la construction du complexe de conservatoire de la ville de Salé. Donc voilà les phases, on a pu restituer les phases effectivement de ce quartier qui va être ajouté dès maintenant au tissu urbain de la Médina de Salé médiévale. Merci beaucoup, Monsieur Liman. On vous écouterait parler pendant des heures, tellement c'est passionnant. Merci infiniment. Alors, j'ajouterai juste une petite idée très sympathique. C'est que ce site-là, il va nous permettre de faire le lien entre le passé et le présent. Absolument. Surtout avec le Wilja qui est juste à côté. Merci beaucoup, Monsieur Liman. Je rappelle donc que vous êtes enseignant-chercheur à l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine qui relève du ministère de la Culture. Merci encore. Merci beaucoup à vous. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV. Dans un instant, la suite des programmes. Je vous souhaite une excellente journée à tous.